Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre invitation donc à participer à l'UNE. Un grand merci aux organisateurs du congrès, ainsi qu'à Isabelle et à Marie-Paul pour m'avoir aidé à confectionner cette présentation. Même si je ne peux pas malheureusement être présente donc en physique, je suis ravie de pouvoir contribuer à distance grâce à l'enregistrement de ma présentation. Je vous propose donc d'approfondir ensemble le processus oxalodépendant par désordre nutritionnel. Quelle alimentation préventive avec l'étude d'un cas clinique. Cette présentation s'appuie sur les recommandations l'AFU qui datent de novembre 2022. Alors, du coup, l'étude de cas, alors, donc, on se penche sur Monsieur B qui a 53 ans, 83 kilos et 1,75 m. Ce patient, en fait, donc, je le vois en consultation pour des récidives de calcul. Il a eu ce patient un premier épisode à 45 ans. Pas de connaissance de la nature du calcul car expulsé et non analysé. Dans l'interrogatoire alimentaire, le patient indique qu'il avait réalisé donc un régime du camp, donc hyperprotidique. Deuxième épisode à 48 ans, sans prise en charge particulière. Et troisième épisode à 53 ans. Donc, je le vois en consultation à ce moment-là. Les calculs en place, sont situés dans le rein droit, calice moyen. Donc, un calcul de 4 mm de 1000 densité Hounsfield, sûrement à l'origine de la colique plus deux calculs au niveau du calice inférieur, un de 3 mm et un autre de 6 mm de 1200 DH. Pas d'histoire de lithiase au niveau familial et pas de maladie digestive connue. Je vous propose donc de travailler ensemble, d'étudier ce bilan sanguin et urinaire. Sachant qu'il faut bien garder en tête que les seuils de cristallisation de l'oxalate sont supérieurs à 0,3 mmol par litre et pour le calcium supérieur à 3,8 mmol par litre. Du coup, donc, au niveau de la diurèse, donc on a une diurèse qui est à 1,2 litre, donc inférieure à 2 litres, donc très insuffisante. Une densité urinaire de 1030, donc supérieure à 1012, donc ce qui témoigne d'une insuffisance de boisson au coucher et dans la nuit. Un pH urinaire à 5,5, donc acide, ce qui atteste d'un volume de boisson insuffisant et d'une alimentation acidifiante. Une urée urinaire donc, du coup, on a 785 millimoles par 24 heures. Si on divise cette quantité par 5 et par le poids actuel du patient, on arrive donc à 1,9 g de protéines par jour, bien au-dessus des recommandations entre 0,8 et 1 g. On a une natriurèse donc à 154. Donc, si on le divise par 17, on arrive à environ à 9 grammes de sel, donc encore au-dessus des besoins qui sont de 6 à 8. Euh, Ensuite, on a une oxalurie, une hyperoxalurie de concentration car on est donc supérieur à 0,3, on est à 0,375. Au niveau de l'oxalurie de débit, on est dans les normes supérieures. L'acide urique, donc on est un peu au-dessus, bah, c'est aussi en corrélation avec les apports très hyperprotidiques du patient. On va avoir le détail par la suite. La calciurie, donc on a une hypercalciurie, enfin une calciurie de concentration qui est donc élevée parce qu'elle dépasse 3,8 millimoles par litre. On dépasse les seuils de cristallisation, ce qui a pour effet d'être donc lithogène. Après, donc, on n'a pas d'hypercalciurie de débit, mais on a une calciurie du levé qui est élevée. Après, au niveau des phosphates, la kaliurèse et la straturie, on est dans les normes. La cristallurie des urines fraîches indique donc de nombreux cristaux de wéwélite. Et au niveau du bilan sanguin, on n'a pas de carence en vitamine D, on a une PTH qui est normale et une calcémie qui est aussi dans la normale. Donc, au niveau du bilan diététique de ce patient, donc c'est vrai qu'au niveau de nos consultations, en tant que diététicienne, on peut utiliser différents types d'outils afin justement de récolter les apports alimentaires. Soit un rappel des 24 heures, donc soit le journal alimentaire qui est aussi appelé semainier. On peut aussi utiliser le relevé alimentaire sur 3 jours
ou le questionnaire en fait des fréquences de consommation, ce que j'ai utilisé pour mon patient. Vous pouvez aussi éventuellement vous aider, enfin on le fait souvent, hein, de photos bien précises pour quantifier les apports alimentaires, d'aliments factices, et aussi de l'application Rainbow, qui est un agenda alimentaire numérique que le patient peut compléter avant votre consultation, ce qui vous fait quand même gagner du temps afin justement d'exploiter 1, 2 ou 3 jours d'alimentation sur cet outil. Donc moi, donc j'avais utilisé un questionnaire donc de fréquence de consommation alimentaire. Ce patient m'avait été envoyé, on va dire, de façon un peu inopinée. Donc, au petit déjeuner, on avait donc une boisson, café ou thé, céréales plus lait ou pain, beurre, confiture en fonction des jours. On avait donc au déjeuner une belle portion de viande ou équivalent d'environ 200 grammes, des légumes et des féculents et un fruit. Au dîner, une portion de crudité assaisonnée avec de l'huile d'olive, viande ou équivalent encore à peu près 200 grammes, féculents et 3 portions de fromage au même repas. Au niveau du pain, on avait 3 quarts de baguette par jour environ. Au niveau des consommations liquides, on avait difficilement 1 litre d'eau filtrée consommée par jour. Le sel était ajouté à table. On avait une consommation de 3 plats préparés par semaine environ et une utilisation assez régulière de bouillon cube. Au niveau de l'IMC, ce monsieur est à 27,10. Au niveau de l'AET, on a atteint donc du coup 2600 kilocalories, soit 31 kilocalories par kilo de poids actuel par jour, 158 grammes de protéines, ce qui nous amène à 1,9 grammes de protéines par kilo de poids actuel par jour. Au niveau des pourcentages de glucides, on arrive à 39, de lipides 36,7. Au niveau du calcium, j'avais évalué à 800 milligrammes par jour, mais ça dépendait aussi du type de fromage consommé. Euh, en fonction donc au dîner, et un apport en sel de 9,8 grammes par jour. Le diagnostic diététique en lien avec la lithiase oxalique, donc on a une hydratation qui est insuffisante et mal répartie, une alimentation qui est suffisante en calcium mais mal répartie, hypercalorique, hyperprotidique, insuffisante en fibres et en citrate. Donc là, on va essayer de rééquilibrer les forces en jeu, donc de diminuer les forces lithogènes, notamment l'apport en protéines. Avec le patient, donc on va aussi augmenter les forces anti-lithogènes, notamment les boissons, le calcium, le citrate, le potassium et le magnésium. Donc, les apports donc antilithogènes, les boissons. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental. On est vraiment sur un questionnaire qui doit être assez fin sur les consommations liquidiennes faites auprès du patient afin d'apprécier les apports calciques qui complètent les apports de la journée. Donc, est-ce que c'est de l'eau du robinet? Est-ce que c'est de l'eau de source? Est-ce que c'est de l'eau minérale? C'est vrai qu'on peut avoir des eaux du robinet ou filtré qui apportent très peu de calcium, des eaux minérales ou des eaux de source plus ou moins riches en calcium. Il faut vraiment essayer de quantifier sur la journée ces apports-là, ainsi que compléter donc par d'autres boissons telles que les jus de fruits. Donc on a le jus d'orange, on a le jus de citron, on a le pamplemousse. C'est vrai que ce type de jus inhibe la cristallisation et augmente le pH urinaire. A contrario, des boissons très, très sucrées telles que les sodas vont avoir vraiment un effet par rapport à la teneur en fructose et aussi à l'acide phosphorique, vont augmentent donc du coup le pH. Euh, interviennent plutôt sur une acidification au niveau du pH. Donc en fait, on va aussi essayer de compléter l'apport liquidien sur le thé, le café, les infusions, la tisane, qui sont aussi assez consommées, surtout en période hivernale, et aussi évaluer les apports en alcool, qui aussi donc sont assez acidifiants. Donc on travaille aussi avec le patient sur comment négocier avec lui et augmenter les apports sur la journée. Euh, il y a aussi des facteurs qui sont donc environnementaux, tels que la température ambiante, l'activité professionnelle plus ou moins à risque, la pratique d'une activité physique, des vacances dans des pays chauds. Ça peut être aussi des pertes digestives lorsque on a éventuellement de la diarrhée ou des vomissements.
tous ces facteurs-là, en fait, influent et doivent vraiment sensibiliser le patient sur une prise de liquide qui doit être augmentée afin justement de pallier à ces pertes. Ça ne passe pas à la boîte. C'est bon. Donc, au niveau des boissons, donc vraiment l'objectif, c'est de diluer les urines sur l'ensemble des 24 heures. Donc là, c'est augmenter donc le volume des boissons afin d'obtenir environ 2 litres d'urine par jour minimum. On peut travailler aussi donc avec le patient sur essayer vraiment d'aller aux toilettes au moins toutes les 4 heures et dès qu'il y a une sortie, essayer de compenser par la prise de liquide. On peut donc travailler aussi sur des répartitions liquidiennes. Par exemple, le patient lui dire, bah, dès que vous vous levez, un verre d'eau, à chaque repas, un ou deux verres d'eau, entre chaque repas, un ou deux verres d'eau aussi, avant le coucher. Et aussi durant la nuit. Ce patient, c'est important qu'il boive durant la nuit parce qu'on a encore en fait des calculs qui sont en place et on ne peut pas se permettre de rester une dizaine d'heures sans s'hydrater. Donc voilà, je stimule donc mon patient à se lever la nuit. C'est pas toujours simple, hein. Comment le challenger, le stimuler à boire plus? On peut aussi varier les eaux, plates, gazeuses, citronnées, mentholées, fraîches, tièdes. Et aussi avec les récipients, on peut aussi adapter au mode de vie. Donc des récipients tels que des gourdes, des thermos, des petites bouteilles à emporter dans son sac. On peut aussi leur faire penser à boire en utilisant des applications sur smartphone telles que Waterminder, WaterTime ou carrément mettre l'alarme directement sur leur téléphone pour leur faire penser à boire. Donc, comme j'ai une répartition liquidienne sur la journée et la nuit peut être envisagée et moi a été envisagée avec ce patient-là, hein. Vraiment, l'objectif est de diluer, ce qui permet d'atteindre, en fait, d'arriver en dessous du seuil de cristallisation. Donc, les apports antilitogènes, le calcium, et là notamment la répartition, hein, c'est le gros point noir de notre patient. Donc, déjà, moi, je fais un petit point avec mon patient sur qu'est-ce qu'est un produit laitier, parce que c'est pas toujours clair. Donc, bah, les fromages, le lait, les laitages frais nature, tels que les yaourts, les fromages blancs, les faisselles. Les tâches sucrées qui apportent aussi un petit peu de calcium, des crèmes, flan, glace, etc. On travaille aussi sur les fromages qui sont les plus riches en calcium, donc tels que les fromages à pâte dure, Emmental, Comté, Parmesan, qui apportent plus de 900 mg de calcium pour 100 grammes. Aussi alerter sur les poudres de lait écrémé ou entier. Et aussi sur les apports en yaourt et en lait qui apportent à peu près pour 100 grammes 100 à 200 mg de calcium. On travaille sur les fréquences de consommation, sur la répartition des consommations sur la journée. Donc, on calibre sur la journée de façon régulière et sur le type d'eau consommée. Donc, c'est vrai que l'objectif des recommandations, c'est 800 à 1000 mg. Là, pour mon patient, on est plutôt aux alentours des 900 mg de ce que je lui ai consommé, de ce que je lui ai conseillé. On reverra sur la répartition alimentaire par la suite. À savoir que l'ensemble des produits non laitiers apportent environ 200 mg de calcium par jour. Si on calibre notre alimentation avec 3 produits laitiers, petit déjeuner, déjeuner, dîner, par exemple 2 yaourts et une portion de fromage, ça nous apporte environ 600 mg de calcium par jour. Et les eaux complètent du coup l'apport sur la journée. Donc si on a une eau qui a environ 100 mg de calcium par litre, fois 2 litres, on apporte en plus de 100 mg de calcium. Le tout est vraiment d'éviter les pics de calciurie, donc éviter que le patient cumule sur un même repas du gruyère dans les pâtes, avec éventuellement un yaourt ou un fromage en dessert. Voilà, vraiment une portion d'environ 150 mg à 200 mg de calcium par repas. Sachant aussi que le calcium chélate l'oxalate au niveau intestinal en créant des complexes éliminés par les selles. Pour ceux qui n'aiment pas les produits laitiers, donc on va les orienter plus vers des eaux calciques, donc en apportant plus de 200 mg de calcium par litre. On peut aussi les orienter vers une supplémentation calcique sous forme de comprimé de carbonate de calcium, sachant qu'un demi-comprimé apporte 150 à 200 mg de calcium, soit 20 g de fromage à pâte dure, 20 centilitres de lait, un yaourt ou 100 mg de fromage. Les apports litogènes, donc les protéines. Donc en fait, les protéines, il est important justement de voir la qualité des protéines consommées. La viande, le poisson, donc les œufs, la volaille, le gibier, ça va être la charcuterie. On va être après sur les produits laitiers
qui complète aussi l'apport sur la journée. Et donc, essayer de travailler avec le patient donc, sur les fréquences de consommation et sur la répartition des consommations sur la journée. Donc là, c'était vraiment essayer vraiment de restreindre, de diminuer les quantités. On était donc à 200 grammes de protéines, de viande, poisson, œufs au jambon blanc de par repas. Donc, réduire les quantités de protéines, les recommandations, c'est entre 0,1, 0,8 et 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Donc, au niveau des protéines, on a la viande, le poisson, les œufs, le jambon blanc à raison d'une à deux portions par jour, mais on a aussi les produits laitiers qui apportent des protéines animales et on a aussi le complément par des protéines végétales, de préférence complètes. À noter qu'un excès de protéines augmente la production des oxalates et acidifie les urines et augmente l'excrétion de calcium urinaire et engendre aussi une hypocitraturie. Les apports antilithogènes, les citrates, le potassium, le magnésium, donc augmenter la consommation de ces aliments qui en sont riches. Donc les légumes, les pommes de terre, les fruits oléagineux, céréales complètes et légumes secs, les fruits dont le citron, sachant que le manque de citrate induit une augmentation donc de possibilité de cristallisation des oxalates de calcium. Et le manque de potassium et de magnésium donc, induit une augmentation de l'absorption intestinale des oxalates et augmente la possibilité de cristallisation des oxalates avec le calcium au niveau urinaire. Donc, j'ai travaillé avec ce patient sur une répartition alimentaire de 2400 kilocalories, soit 29 kilocalories par kilo de poids actuel et par jour. 80 grammes de protéines, on a 1 gramme de protéines par kilo de poids actuel et par jour, sachant que c'est presque divisé par deux, hein, puisqu'on était à 1,9 grammes par rapport à ses consommations alimentaires. 900 milligrammes de calcium et 6 grammes de sel. Donc, c'est vrai qu'au niveau du sel, le patient, donc voilà, en diminuant, enfin en optant pour des marques de bouillon cube moins riches en sel, en répartissant les produits laitiers sur 3 repas principaux et en diminuant la consommation de fromage et en limitant la consommation de plats préparés, on arrivait quand même à une diminution large des apports en sel. Donc pour le petit déjeuner, je lui conseille donc la consommation d'un produit laitier, donc de boissons sous forme d'eau et de café, du pain et du beurre et de la confiture. Donc pour le repas du midi, on avait donc une petite salade assaisonnée avec de l'huile, un plat principal composé donc du coup de féculents, de viande environ 100 grammes et de légumes assaisonnés éventuellement avec de l'huile et du beurre. Avec donc du coup en produit laitier un yaourt, une pomme, donc du pain aussi en complément du repas et les biscuits ou peut-être un petit carré de chocolat pour se faire plaisir en fin de repas. Et le soir, donc une soupe avec un pas de résistance des féculents, des légumes et aussi une portion donc, de poisson d'environ 100 grammes avec donc de l'huile et du beurre pour assaisonner le tout. On a donc un produit laitier sous forme de fromage, un fruit en dessert et du pain. Globalement, donc c'est vrai que j'ai pas mis les quantités alimentaires des autres groupes d'aliments parce que je veux vraiment qu'on se focus sur les produits laitiers et sur l'apport en viande, poisson, œufs, jambon blanc. Donc pour finir, l'éducation nutritionnelle. Donc, c'est vrai que c'est vraiment prôner une alimentation qui soit variée, équilibrée et fractionnée. Un volume de boisson avec un objectif d'une durée de 2 litres. Vraiment, l'objectif, c'est de calibrer les apports en calcium en validant bien qu'il n'y ait pas de carence en vitamine D. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à suivre dans le temps. Adapter donc en protéines les apports en lipides et en glucides. Enrichir en fibres. Adapter en minéraux et en vitamines. Et équilibrer en acides et en bases. Après, c'est un patient, bien sûr, qu'il faut avoir en consultation de suivi parce qu'en fait, l'atteinte des objectifs doit être progressif pour y parvenir, hein. On peut donc stimuler la motivation du patient grâce aussi à la lecture des bilans biologiques et urinaires et avec la réalisation de ces bilans-là de façon assez régulière pour pouvoir apprécier les efforts et les résultats. Euh, voilà, donc après, le patient peut aussi faire un recueil du volume urinaire chez lui, hein, sur une journée, sur 24 heures, peut essayer de récolter les urines et voir un petit peu où est-ce qu'il en est et si c'est en amélioration. Bien sûr, prenez l'activité physique, hein, avec au moins 30 minutes d'activité par jour, d'intensité modérée.
Un petit point sur des outils qui sont créés donc récemment, donc 1 an avec la sortie de ce livre Bye Bye Calcul Rénaux. Donc il y a très peu d'outils à destination des patients pour les aider justement à reprendre le contrôle de leur alimentation et à vraiment s'investir dans leur cuisine, à manger quelque chose d'assez appétissant. Donc du coup, ce livre, bon, c'est un guide qui est émaillé donc de cas cliniques, hein, qui s'adresse aussi bien aux patients qu'aux soignants. On parle donc d'hygiène de vie à adopter donc immédiatement avant même de connaître la nature du calcul. L'hygiène de vie donc à suivre en fonction du type de calcul, hein, parce qu'on travaille avec les bilans urinaires et sanguins à l'intérieur de ce livre pour vraiment mieux comprendre le mécanisme. Et après des recettes et des menus qui sont proposés dans le livre. Donc voilà, et vraiment essayer de proposer aux patients des outils qui puissent vraiment lui faciliter le quotidien. Il y a à l'intérieur du coup des menus, des idées de pyramide alimentaire, d'aliments qui sont plus ou moins présents à telle ou telle période de l'année au niveau des fruits et des légumes. On a aussi donc des recettes de cuisine. Voilà, donc pour un petit peu stimuler les papilles. Un grand merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de congrès. Au revoir.